Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'équipe du tribunal de l'actualité est en place pour cette quatrième audience de la semaine où se trouve à la barre des accusés, la démocratie. Vous le savez sans doute, les Nations Unies commémorent depuis 2007 et le 15 septembre de chaque année la journée internationale de la démocratie pour faire un état des lieux sur les avancées démocratiques dans le monde. Qu'en est-il au Burkina? Qu'en est-il en Afrique? Nous en parlons avec les éclairages de notre convoqué du jour, Dr Daniel Kéré. Dr Daniel Kéré, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou et directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde, c'est le CEDAM. Merci d'honorer notre convocation. Merci de m'avoir invité. Face à vous, deux juges de ce tribunal pour examiner les facettes de cette actualité. Bonjour, juge Inoussa Ouedraogo. Bonjour, président. Bonjour également, juge Bernard Bougman. Bonjour, président. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, monsieur. À nouveau, bonjour à tous et bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité que préside Serge Mathias Tomodi. Et pour commencer, c'est parti pour les avant-propos des juges. Juge Inoussa Ouedraogo, avant-propos, qu'est-ce que vous avez à nous dire ce matin? Merci, président. Il y a quelques jours, le président du Faso, Damiba, a procédé à la nomination de quelques généraux. On se souvient qu'il y a quelques mois également, il avait procédé à la nomination d'un officier supérieur à ce grade-là, portant globalement à 4 le nombre de généraux en 6 mois. C'est une bonne chose. Félicitations aux promus. Je voudrais toutefois m'interroger dans un contexte de guerre sur la pertinence de la nomination de ces officiers supérieurs à ces grades, quand on sait non seulement que ça coûte excessivement cher au budget de l'État, mais surtout quand on sait que c'est des officiers supérieurs qui n'ont pas, en tout cas à ma connaissance, fait montre dans cette situation de guerre d'actes de bravoure, d'actes qui pourraient justifier justement qu'ils puissent être portés à ces grades-là. J'aurais souhaité, et je sais que c'est le cas pour de nombreux Burkinabés, que en ces moments de guerre, qu'on puisse porter à ces grades des hommes, des officiers supérieurs valeureux qui ont sur le terrain montré de quoi ils étaient capables. Le plus souvent, malheureusement, pour ce qui a été donné de voir, on constate que, comme on le dit trivialement, c'est des généraux qui sont à Ouagadougou, qui ont certainement tiré une arme il y a quelques années, mais qui sont promus. Le président Damiba avait évoqué la question de la démoralisation des troupes, la question de la division au sein de l'armée. Cette question, à mon avis, doit être mise dans le débat public dans le cadre de la refondation globale de notre pays, dont il est question, pour faire en sorte que les grades ou les nominations à certains grades obéissent à des règles claires, connues de tout le monde, connues surtout de la troupe, afin justement d'éviter des frustrations. Il est évident que le président du Faso a le droit, en tant que chef suprême des armées, de nommer qui il veut au grade de général, mais il est bien que pour des raisons de bonne gouvernance, pour des raisons de redevabilité et surtout pour des raisons de transparence, qu'on sache les raisons qui expliquent la nomination de tel ou tel officier supérieur au grade de général afin d'éviter donc des frustrations. C'était mon avant-propos de ce matin. C'est donc votre avant-propos, c'est aussi un cri de cœur, une alerte pour interroger sur la nomination des généraux juges. Bernard Bougman, quel est votre avant-propos du jour? Merci, mon avant-propos va concerner l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus. Devenu 46, donc l'affaire des 49 devenu 46 parce que les 3 dames ont été libérées pour des raisons humanitaires du temps. Et donc cette affaire-là qui continue d'effrayer la chronique, et le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire qui se réunit et qui dit que compte tenu des risques d'instabilité pour la sous-région, donc liés à cette affaire,
Elle a instruit son ministre en charge des Affaires étrangères de saisir le président en exercice de la CEDEAO pour une rencontre extraordinaire de la CEDEAO sur cette affaire. Donc, pour régler naturellement ça par des voies diplomatiques. Dans le même document, les Ivoiriens disent qu'au début, Bamako avait dit c'est des mercenaires et après Bamako demande en échange les prisonniers politiques qui sont détenus à Abidjan. Donc finalement, ce ne sont pas des mercenaires et tout. Donc si Bamako demande un échange, c'est que c'est pas ça. Bon, ça semble nous dire que les Maliens font du chantage. Ce qui me fait sourire, c'est que les échanges de prisonniers sont récurrents dans le monde. Israël et Palestine en font. Les États-Unis et la Russie en font. On a vu l'affaire des espions américains et russes. Chacun a arrêté des espions sur son territoire. Maintenant, en fonction du poids et de ce que la personne représente pour le pays tiers, les gens se négocient. Et puis il y a les échanges en terrain neutre. Il y a un avion, 2 avions qui débarquent. Chacun vient pour chercher ses éléments et puis renvoyer les autres. On l'a vu. À plusieurs reprises, les États-Unis le font avec la Russie et bien d'autres. La Chine, c'est que ce n'est pas des choses surmédiatisées. Donc, échange de prisonniers, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas parce que aussi le Mali demande qu'il faut en vouloir au Mali. Le Mali est libre de demander. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord ici, je pense qu'il y a une façon de le faire. Alors, Bamako tire-t-il trop sur la corde? Il n'y a que la Côte d'Ivoire n'a pas donné suffisamment d'informations. Quand on regarde comment est-ce que des éléments de l'armée régulière de Côte d'Ivoire peuvent se retrouver être employés par une structure privée, alors qu'ils sont toujours en train de servir sous le drapeau ivoirien. C'est ce qui dérange pratiquement Abidjan. Et cette précision, cette lumière n'a pas été faite. À un moment donné, c'est Abidjan qui a bandé les muscles, mais la vérité au début, il fallait également faire profil bas. Bon. Donc, le Mali aujourd'hui tient un bout. Est-ce que Goïta pourra tenir? Alassane Ouattara qui est fouetté dans son orgueil personnel, certainement ne va pas se laisser faire dans cette affaire-là. Donc il y a ce risque-là que les Ivoiriens, qui devraient normalement demander des comptes à leurs autorités, parce que c'est elles qui ont permis que les militaires aillent à Bamako, sinon que d'en vouloir à Bamako, non. Les Maliens sont dans leur rôle d'interroger si ce n'est pas régulier. Donc il y a cette réalité-là également à prendre en compte. Maintenant, un sommet extraordinaire sur cette affaire, je pense que c'est bien que les uns et les autres se parlent pour aplanir les divergences, parce qu'une crise, c'est une crise de trop qu'il faut effectivement éviter dans cette affaire. Quand on tient compte qu'on avait surpris l'audio de Alassane Ouattara et de Boubou Cissé, qui n'est pas encore officiellement confirmé. Il y a même eu une enquête, il y a une plainte en justice au Mali contre Boubou Cissé par rapport à cette conversation entre Alassane et ce dernier-là qui parlait de comment est-ce qu'il fallait faire tomber les autorités de Bamako. On se rappelle également que c'est sur les berges de la lagune Ébriée qu'un Malien s'est autoproclamé président de la transition au Mali. Donc c'est vrai que ça a été éteint, mais ça n'empêche pas que ça courrouce. Donc il y a toujours des suspicions. Ce qu'on retient de votre avant-propos, juge Bougma, c'est que justement, une crise, c'est toujours une crise de trop. Et donc il va falloir trouver les mécanismes pour régler cette situation, d'autant que plusieurs chefs d'État sont déjà intervenus dans la situation que nous dénonçons ou que nous exposons ce matin. C'était la séquence avant-propos de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est sur Watt FM et Tru TV. Vous savez bien que ici l'actualité n'est pas condamnée sans être jugée. Eh bien, c'est votre espace privilégié de décryptage où les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Docteur Daniel Kéré, enseignant, chercheur et directeur exécutif du Cercle d'études Afrique Monde, c'est le CEDAM, nous entretiendra aujourd'hui sur la démocratie en Afrique et particulièrement au Bénin. Mais d'abord, en 2 mots, de quoi s'occupe ce cercle que vous dirigez, le CEDAM, porté sur les fonds baptismaux en décembre 2019? Ok, merci beaucoup. Nous faisons des travaux de recherche sur des sujets qui représentent un enjeu, soit national, soit international. La question sécuritaire fait partie, les questions de démocratie, les questions de démographie aussi, comment la population augmente, comment la population évolue, et les dynamiques d'échanges interrégionaux aussi nous préoccupent énormément. Par exemple, les activités que la CEDEAO mène, que l'Union africaine mène, mais aussi que des chefs d'État aussi peuvent prendre, comme le cas des 49 devenus 46. Ce sont autant de sujets qui nous intéressent. Voilà.
Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question des 46 et des 49 ? Quel est votre regard sur la question, puisque le juge en a parlé dans son avant-propos tout à l'heure ? Bon, je ne vais pas contrarier le juge Bourgman. Non, pas du tout. Non, vous en faites voilà. Pas du tout. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'on souhaite une issue heureuse à cette affaire. C'est tout ce que je peux dire comme commentaire sur ce sujet. Une issue heureuse, on verra dans quelle direction iront les négociations pour qu'on ait effectivement une issue heureuse. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous préoccupe, place aux questions de généralité. Juge Inoussa Ouedraogo. Peut-être qu'il serait intéressant de demander à notre invité l'appréciation globale qu'il fait aujourd'hui de la transition, 8 mois après donc, le renversement de Roch-Marc Christian Kaboré. Ok, merci beaucoup. Effectivement, le 24 janvier survenait le coup d'État contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et au début, beaucoup de Burkinabés fondaient en tout cas un certain espoir parce que la question sécuritaire, en tout cas, a touché presque toutes les composantes de la société burkinabé. Et des militaires qui décident de prendre les choses en main, on s'attendait à ce que la question sécuritaire soit résolue rapidement et très rapidement même. À côté de cela, il y a aussi des questions de gouvernance qui se posent en termes de la mauvaise gestion des deniers publics, les problèmes de corruption et autres. Donc, on s'attendait quand même à une certaine remise en ordre du pays pour de nouveaux départs. Force est de constater que plusieurs mois après, 8 mois après, et sur le plan sécuritaire, si on constate effectivement une réorganisation au niveau de l'armée, une reconfiguration au niveau des dispositifs matériels et autres, et sur le terrain, en tout cas, des difficultés sérieuses subsistent par rapport un peu à la reconquête des zones menacées par l'hydre terroriste, par rapport aussi à de nouveaux foyers qui commencent à surgir. Et je vois qu'il y a certaines ambassades qui déconseillent vigoureusement à leurs ressortissants d'emprunter par exemple l'axe Ouahabou-Koumbia sur la route nationale numéro 1. Donc autant dire que sur le plan sécuritaire, il y a encore un gros travail et je pense que sur ce point-là, le MPSR devrait encore faire ses preuves pour démontrer que ils ont vraiment pris le taureau par les cornes et ils ont essayé de résoudre la question sécuritaire. Juge Bourgman, la démocratie, avant de venir à la démocratie, la transition a encore du pain sur la planche. Il va falloir faire d'énormes efforts sur le plan sécuritaire, dit notre convoqué du jour. Oui, ça, on en parle tous les jours. Mais moi, ma question, c'est en lien avec le côté diplomatique, comme vous occupez des relations internationales. Sur le plan diplomatique, comment est-ce que vous appréciez la conduite de notre transition ? Il faut remarquer quand même qu'en dehors des sorties récentes du président Damiba pour aller à Bamako, à Abidjan et à Niamey, en tout cas concernant le président du Faso, on n'a pas senti un très grand activisme, disons, sur la scène internationale. Bien sûr, cette affaire était portée par la ministre des Affaires étrangères et peut-être d'autres canaux qui s'occupaient de ce volet-là. On n'a pas senti un très grand activisme. Maintenant, la réalité s'impose parce que l'idée terroriste concerne la sous-région. Le Burkina Faso est frontalier avec le Mali, il est frontalier avec le Niger, il est frontalier également avec la Côte d'Ivoire. Au niveau de la le Bénin et le Togo. Tout à fait. Le Ghana. Bénin, le Togo et le Ghana. Quand on remarque au niveau de la zone frontalière entre le Burkina et le Niger et entre le Burkina et le Mali, c'est là où il y a le plus de cas de crise terroriste, quand on parle de la zone des 3 frontières. Donc il était quand même important pour que le Burkina Faso aille discuter avec les autorités maliennes, ne serait-ce que pour la coordination de la réponse à la crise sécuritaire. Si vous attaquez les terroristes dans un endroit, ils peuvent se replier dans un autre pays. S'il n'y a pas une coordination, on ne peut pas effectivement juguler ce phénomène-là. Donc la réalité s'imposait que ce pays se rapproche des autorités ivoiriennes, des autorités maliennes d'abord, pour comprendre. En plus de cela, le Mali semble avoir pris un virage qui commence à porter ses résultats. D'une certaine façon, ça peut être un cas d'école. Pourquoi ne pas aller auprès des autorités maliennes pour comprendre leur mécanisme, leur mode opératoire pour essayer de juguler cette crise-là? Je pense que c'est cette raison qui a prévalu essentiellement au déplacement du président Damiba au Mali. Au nord de la Côte d'Ivoire, donc dans le sud-ouest du Burkina Faso, il y a également le phénomène terroriste qui commence à s'implanter. Et même il y a eu des attaques au nord de la Côte d'Ivoire. Une réponse coordonnée entre ces deux pays aussi s'imposait. Même si, au-delà de la crise sécuritaire, le président Alassane Dramane Ouattara est également impliqué
sur la problématique de la réconciliation entre les acteurs politiques du Burkina Faso. Il a joué un grand rôle dans le déplacement de l'ex-président du Faso, M. Blaise Compaoré, au Burkina Faso. Donc, ces deux sujets-là ont justifié d'abord la problématique de la réconciliation et la gestion de la crise sécuritaire, justifiait effectivement un échange entre le président Damiba et le président Ouattara. Concernant le côté du Niger également, c'est un déplacement c'est la réalité qui l'impose parce que la zone des 3 frontières concerne également le Niger. C'est là où j'ai remarqué aussi quand même, une différence. Parce qu'ici, le président Damiba ne portait pas sa tenue militaire, mais il y a un sens. Parce que le régime qui est en pointe pour brocarder, pour combattre, pour dénigrer le régime malien, c'est évidemment le président Mohamed Bazoum. Donc, recevoir un militaire en treillis, ça semble paradoxal au moment où il est en train de dénoncer des putschistes au Mali. Donc, c'est ce qui explique peut-être c'est pas dans le secret de Dieu, mais c'est une hypothèse que j'avance. Peut-être les protocoles ont dû coordonner pour ne pas que le président Damiba porte sa tenue militaire au moment où il va rencontrer le président Bazoum. Pour quand même ne pas heurter aussi diplomatiquement. Voilà, pour que le président Bazoum reste au moins en concordance avec lui-même. Ça ne sert pas. C'est très difficile d'expliquer à l'opinion nationale et internationale pourquoi il reçoit une personne qui a réalisé un coup d'État en tenue militaire et pourquoi il condamne dans le même temps d'autres personnes qui ont réalisé des coups d'État, un ou deux coups d'État au Mali. Donc c'est ce qui explique un peu dans le décor. Mais dans le fond, c'est la crise sécuritaire qui a justifié le déplacement de du lieutenant-colonel Damiba au Niger. Je pense également que des contacts sont noués avec le régime togolais et le régime béninois. Voilà, parce que aucun pays ne peut tout seul venir à bout de cette crise-là. Sans compter que la réalité du terrorisme s'étend dans les pays côtiers et donc il va falloir mener cette coordination de façon plus large avec tous les pays intéressés par ce phénomène. L'objectif de la dynamique terroriste, c'est de s'étendre jusqu'aux côtes. Voilà, c'est ça en fait l'objectif. Donc après, s'ils parviennent à déstabiliser les États de l'Interland, c'est-à-dire des États enclavés comme nous, et le Burkina Faso occupe une position fondamentalement stratégique. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Si le Burkina Faso tombe, c'est fini. Ce sera maintenant carrément un boulevard vers les pays côtiers que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo. Donc pour cette raison essentiellement, ces pays même ont intérêt à nous soutenir. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a des accords qui existent déjà entre le Burkina Faso et le Bénin, des accords qui existent entre le Burkina Faso et le Togo. Bien sûr, ce ne sont pas des accords qui sont rendus publics à la connaissance du citoyen lambda, mais ces pays ont intérêt, y compris la Côte d'Ivoire, à ce que le Burkina Faso résiste et surmonte cette crise sécuritaire. Ces pays ont intérêt à ce que le Burkina Faso résiste et surmonte cette crise sécuritaire, dit notre convoqué du jour. Et cette situation dépeint aussi sur la réalité démocratique au Burkina. En 2 mots d'abord, et très très rapidement, c'est quoi la démocratie? Tout le monde en parle, mais on n'a pas toujours l'unanimité sur les concepts. Il y a des principes de base qui justifient qu'on soit ou pas en démocratie. C'est quoi finalement la démocratie? Et il y a plusieurs conceptions de la démocratie, comme vous l'avez très bien souligné. Et d'un auteur à un autre, on peut avoir une conception différente de la démocratie. Mais généralement, presque tous les auteurs s'accordent pour dire qu'on parle de démocratie lorsqu'il y a une forme de gouvernance par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire c'est le peuple qui gouverne. Les principales décisions sont prises avec l'aval du peuple. Et ces principales décisions aussi sont prises dans le sens de l'intérêt du peuple. Donc une forme de gouvernance par le peuple et pour le peuple. C'est ça en réalité la substance de la démocratie. Maintenant, comment cela se déroule, le mode opératoire, les modalités pour atteindre cette forme de gouvernance du peuple par le peuple. On a décidé que, pour pouvoir décider, pour être un dirigeant, il faut d'abord avoir la légitimité populaire. Vous ne pouvez pas vous lever, prétendre diriger des personnes sans que ces personnes-là n'aient marqué leur accord, n'aient donné leur sceau pour que vous soyez les dirigeants. C'est pourquoi il y a ce système de légitimité, par exemple, électorale. On peut organiser des élections, on peut organiser plusieurs formules pour que les dirigeants qui seront investis soient acceptés. Bien sûr, ce n'est pas dans tous les pays où les dirigeants sont forcément élus. Il y a des pays qui ont accepté des formes monarchiques. C'est-à-dire que depuis des temps ancestraux, il y a un monarque et c'est sa descendance, c'est sa lignée qui dirige. Mais même dans ces pays-là, d'une certaine façon, ces monarques tendent de plus en plus à se déposséder de leurs attributs en termes de pouvoir et restent confinés de plus en plus dans un rôle symbolique. Et la réalité du pouvoir étant exercée par des personnes qui sont investies par le sceau populaire, des gens élus. À côté de cela,
il faut également que ceux qui dirigent le pouvoir puissent être contrôlés. C'est pourquoi on a mis en place le système juridictionnel, l'organe juridictionnel, pour que si par exemple ceux qui dirigent posent des actes, on puisse trouver un autre organe neutre qui puisse apprécier ces actes-là. Est-ce que ces actes-là sont conformes aux textes qui sont établis? Si ce sont ceux qui prennent les actes qui doivent les apprécier, ça pose problème. Vous êtes en même temps juge et partie. C'est pourquoi on a séparé pour confier ce pouvoir de juger là à une autorité juridictionnelle. Donc séparation des pouvoirs. Tout à fait. Et enfin, il y a d'autres éléments qui interviennent, même si ce n'est pas formalisé dans des textes. Les contre-pouvoirs peuvent être aussi les médias que vous êtes. Parfois, il y a des cas qui sont connus grâce aux médias. Voilà, et ce sont ces cas par exemple, qui sont présentés parfois par les médias, par des leaders d'opinion, qui peuvent provoquer l'autosaisine du pouvoir judiciaire ou qui peuvent amener le pouvoir exécutif à corriger sa trajectoire. Donc il faut un faisceau d'éléments. D'abord la légitimité populaire et la séparation des pouvoirs, et également des contre-pouvoirs également qui peuvent exister au sein de la société. C'est tous ces éléments-là qui concourent ensemble à fabriquer ce qu'on appelle la démocratie. Tous ces éléments fabriquent la démocratie. Juge Inoussa Ouedraogo, on parle de démocratie. C'est la journée internationale de la démocratie. On fait un état des lieux. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Aujourd'hui, au Burkina, je ne sais pas si on peut parler d'état démocratique. C'est vrai que le président que nous avons a fait un coup d'État et s'est fait investir par le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être que M. Kéré, notre invité, pourra nous dire c'est quelle forme de démocratie. Dans quel état on est actuellement? On y est actuellement. Mais je voudrais dire que ce concept-là nous a été balancé à la figure au début des années 90 comme étant la panacée à tous les maux qui minent nos pays, notre continent. Et pourtant, l'Afrique aussi avait, d'une manière ou d'une autre, ses institutions, sa démocratie à elle. Et le fait justement que on a tendance aujourd'hui à résumer la démocratie aux questions électoralistes fait que justement de plus en plus nos populations ont tendance à rejeter ce format-là, à ne pas se reconnaître dans ce format dit démocratique-là. Et ce serait intéressant également que notre invité nous dise pourquoi la démocratie, qui est censée être le pouvoir du peuple par le peuple, se retrouve aujourd'hui comme quelque chose de rejeté par nos populations qui n'en trouvent pas du tout l'intérêt pour nos pays. Ok, je vais répondre à monsieur le juge, votre honneur. Et il faut préciser que lors du discours de la Baule en 1990, François Mitterrand a intimé beaucoup d'États africains à s'orienter vers le canal démocratique. Cette forme de démocratie promue par François Mitterrand en 1990, elle est essentiellement politique et libérale. Politique en ce sens qu'elle concerne un peu la forme d'organisation de la société, la forme de conquête ou de conservation du pouvoir d'État. C'est ça le volet politique. Libéral en ce sens que c'est la promotion du multipartisme, la liberté d'association et autres. Voilà. Mais cette forme il y avait aussi cette volonté du président Mitterrand d'amener les pays à la démocratie était également sous-jacente à l'aide au développement. Vous n'allez pas en démocratie, la conditionnalité, la France, la conditionnalité économique. Tout à fait. Mais cette conditionnalité était sujette à ce que vous orientez vers la démocratie libérale et politique. C'est ça qui a causé un problème. Et je vais expliquer pourquoi. La démocratie n'est pas seulement que politique. C'est ça le problème dans nos États. Lorsqu'on s'intéresse par exemple à la forme d'organisation de la société, à la forme de dévolution du pouvoir, on peut se tromper. Concrètement, la forme d'organisation de l'État, ça peut être un État unitaire, un État fédéral et autres. Et la forme de dévolution du pouvoir d'État, on peut organiser des élections et autres. Mais le vrai problème, est-ce que dans cette organisation-là, les gens s'y retrouvent? Est-ce que les gens s'y reconnaissent? C'est là qu'il faut commencer à interroger les intérêts, les motivations des gens à être dans une communauté. Quand on part dans une communauté, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche soit la protection, le bien-être, le confort, le développement. Donc ça, c'est déjà un élément, un hiatus par rapport à la forme politique. Parce que ce qui intéresse les gens, ce n'est pas voter, ce n'est pas parce que le président il a été investi à 60%, 80%. Basiquement, ce qui intéresse les gens, c'est manger, se soigner, éduquer leurs enfants, construire leur maison et se développer. Donc la démocratie aussi, elle est économique.
Et tant qu'on ne creuse pas pour voir si notre système économique est démocratique, ça pose un problème. Parce que le système démocratique, si le système économique est démocratique, ça veut dire que c'est la gouvernance de l'économie par le peuple et pour le peuple. C'est ça en fait. Est-ce que l'économie, les principaux leviers de l'économie, le format de l'économie, est-ce que ce format est décidé par le peuple? Deuxièmement, est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple? Si cette base est faussée, on peut avoir une démocratie politique et libérale, mais ça coince toujours. Parce qu'il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des blocages. Et aussi, c'est un bon prétexte pour les personnes qui veulent faire un coup d'État. Et c'est là où maintenant je profite de répondre aux juges qui me demandaient quel format de démocratie on a actuellement avec l'avènement du MPSR. Non, c'est un constat, c'est un coup d'État. Ce n'est pas une invention, je ne l'invente pas, c'est un coup d'État. Maintenant, au moins, ils ont travaillé à préserver l'essentiel des organes, des institutions qui existaient. Le Conseil constitutionnel existe toujours, et le Conseil supérieur de la magistrature existe toujours, la liberté de presse est toujours maintenue. Bref, les acquis existent toujours. Les acquis démocratiques sont toujours là. Les acquis démocratiques sont toujours préservés. Dans un régime pourtant de coup d'État. Le déphasage par rapport aux normes démocratiques, c'est la forme d'accession au pouvoir qui n'est pas constitutionnelle en fait. Parce que la constitution burkinabé prévoit la forme élective. Vous devez être élu pour être président. Donc ici, le décalage par rapport à notre format démocratique, c'est la forme d'accession au pouvoir. Voilà. Mais je peux dire que dans l'essentiel des éléments a été préservé. Maintenant, il faut toujours aussi suivre un régime dans son évolution. Parce que, je ne pense pas qu'on soit déjà au terme de la transition. Il faut voir, est-ce que dans l'évolution, les libertés démocratiques seront préservées? Est-ce que les organes seront préservés? Les institutions seront préservées? Si on reste dans cette dynamique-là, on peut dire qu'en tout cas, l'élément qui coche, ou disons l'élément sombre, c'est par rapport au procédé d'accession au pouvoir. Donc, je résume cette question en disant que le véritable problème dans nos États en Afrique, c'est parce qu'on a privilégié la démocratie politique et libérale. Mais la démocratie doit être aussi économique et doit aussi être sociale. Démocratie doit être économique et sociale, juge Boukman. Oui, démocratie économique et sociale naturellement, puisque c'est une société qu'on gère. Donc il faut du développement, il faut qu'également les uns et les autres puissent trouver leur compte dans ce jeu démocratique là, puisque c'est un mode de gouvernance. On gouverne quoi? Des hommes. Donc on gouverne une société pour l'emmener vers des lendemains meilleurs. Donc on ne peut pas occulter les deux, c'est aussi naturel que ça. Oui, alors, mais dans ce cas, aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs parlent d'une démocratie africaine. Comment est-ce qu'on peut inventer une démocratie africaine alors que la démocratie a des principes connus? Quel modèle il faudrait pour ce continent? Juge Inoussa Ouedraogo a interrogé la question tout à l'heure. La démocratie et les élections, est-ce un couple parfait ou plutôt un couple infernal? Et cette tendance à vouloir proposer un format original à l'Afrique procède d'un constat. Le système que nous avons ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a quelques éléments qui ont pourri en fait notre système. Et le fait qu'on mette en place un mécanisme de représentativité suppose qu'on organise des élections. Et les élections, c'est un moment où il faut couvrir toute l'étendue du territoire, il faut avoir suffisamment de visibilité. Ces éléments-là nécessitent énormément la mobilisation de ressources financières et la mobilisation de réseaux. Vous ne pouvez pas vous faire élire si vous n'avez pas de bons réseaux. C'est-à-dire, comment accéder par exemple à tel groupe de population, comment accéder à tel leader influent, qui peut être coutumier, qui peut être politique, qui peut être un leader d'opinion autre. Comment couvrir tout le territoire national? Il faut beaucoup de réseaux, il faut beaucoup de ressources financières. Ces ressources financières et ces réseaux qu'on mobilise, ils ne sont pas dans la philanthropie. Il faut forcément que ces réseaux-là puissent trouver leur compte en vous, en tout cas en vous soutenant. Donc, vous êtes obligé d'une certaine façon d'organiser la redistribution, de lubrifier ce réseau-là une fois que vous accédez au pouvoir. Ces réseaux sont très voraces. Donc, une fois que vous accédez au pouvoir, ce sont des monopoles que vous allez concéder, ce sont des marchés publics que vous allez bricoler, c'est la corruption que vous allez laisser parce que les acteurs de ces réseaux sont obligés d'entretenir leur base. Il y a un système clientéliste qui est là. Et ça pourrit parce que c'est juste une minorité qui est obligée encore de s'accaparer les principaux leviers financiers du pays pour pouvoir lubrifier leur système. Et pendant ce temps, la grande masse regarde et la grande masse crie. Donc, ce n'est pas seulement le propre du Burkina Faso. Comment maintenant pouvoir casser cette dynamique-là? Voilà.
On se rend compte qu'en réalité, si on laisse ce format-là, par exemple, si on organise tout de suite, même demain, on organise des élections au Burkina Faso, vous allez voir une débauche exponentielle de ressources financières. Vous allez voir une mobilisation des réseaux. Mais ce n'est pas de l'altruisme. Donc, le même système va encore se reproduire. Comment éviter que le serpent ne continue à ce monde-là que... Donc on est dans une démocratie de la finance, de l'argent, absolument, mais je précise que ce n'est pas le propre du Burkina Faso. Oui, bien sûr, dans plusieurs pays sur le continent. Tout à fait. On a passé 30 années depuis les conférences nationales pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas su faire pour sécréter une démocratie réelle qui nous permette effectivement d'aller sur les chantiers du développement? Non, je pense que le vrai problème, c'est qu'on n'a pas une classe politique unifiée. Et je m'explique. Pour moi, une classe politique unifiée, c'est-à-dire vous avez au moins une même vision. Maintenant, vous pouvez vous battre pour accéder au pouvoir. Mais au moins, vous savez ce que vous voulez pour le pays. Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays dans le court, moyen et long terme? C'est ça, en fait, en termes de vision. Si on a cette classe politique-là, on n'aura pas de problème. Parce que ce soit A, B ou C qui accède au pouvoir, c'est la même vision qu'il va poursuivre. Remarquez bien, je prends certains pays comme les États-Unis. Si vous observez l'histoire politique des États-Unis, quel que soit le président qui est élu, vous allez sentir qu'il y a un continuum, il y a une certaine continuité dans la gestion du pouvoir d'État. Il y a des fondamentaux qui sont maintenus. Mais ici, quand quelqu'un arrive au pouvoir, rapidement, il va brocarder, il va ternir l'image de son prédécesseur, il fait table rase de ce que son prédécesseur a fait, et puis il essaie de recommencer. Mais un éternel recommencement, on piétine. C'est un éternel recommencement. Oui, juge-moi. Oui, en fait, quand on parle de démocratie à l'africaine, moi, ça me fait sourire, puisque ça nous a même été imposé. Maintenant, comment est-ce qu'on l'a endogénéisé? Comment est-ce qu'on l'harmonise avec nos valeurs sociétales, nos valeurs culturelles? Ce virage-là, on n'a même pas eu le choix de le faire. Moi, je dis bien qu'on n'a pas eu le choix. Le discours de la Baule, c'était en juin 90. Quand Mitterrand a fini son discours, il y a 3 chefs d'État qui ont, dans leurs propos, plus ou moins contredit Mitterrand. Parmi les 3, il n'y a qu'un seul qui a pu tenir à l'an 1 du discours de la Baule. L'un des premiers contradicteurs, c'est Hissène Habré du Tchad. Il est tombé le 1er décembre 90. Le discours de la Baule a eu lieu en juin. Quelque temps après une rébellion, conduite par le regretté Idriss Déby, a renversé Hissène Habré. La deuxième victime, c'est Moussa Traoré du Mali, qui a dit que ce n'est pas une camisole cousue de force. Ça ne devrait pas être une camisole cousue de force, parce que ce que Mitterrand a donné, c'est une camisole cousue de force. Si vous voulez encore l'aide, si vous voulez, à la limite, c'était un chantage. Donc, pour que nous puissions vous aider, continuer, il faut y aller en démocratie. Et donc, voilà ce qu'il fallait faire. Conséquence, les Mathieu Kérékou, les Blaise Compaoré, autres ont troqué le tri, contre le costume cravate pour faire démocrate. Donc, pour revenir à Moussa Traoré, en 91, en mars 91, le 26 mars 91 exactement, il est renversé. Donc on n'était même pas en juin 91, puisque le discours de la Baule c'était en juin 90. Donc les deux n'ont pas atteint les 1 an. La troisième personne, c'est Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui a aussi donné son avis. Parce que quand on lit les discours du vieux, vers la fin du pouvoir de Houphouët-Boigny, il est devenu réaliste sur certains pans des relations avec la France. Et dans son discours, le ton a commencé à changer. Donc après, on dit, bon, vous devez consacrer le multipartisme. Donc, c'est consacré. Laurent Gbagbo est suffisamment instrumentalisé avec ses amis français. Les jeunes Ivoiriens insultent ou font voleur. Le vieux est humilié, il rentre la nuit, il ne peut pas dormir. Les élections d'octobre 90, ça a été un coup dur pour le vieux, en termes de débauche d'énergie, en termes d'humiliation subie dans le discours qui a été servi, et j'en passe. Donc pour tenir, il y a eu 2 hommes qui ont été quand même à la manœuvre. C'est Alassane Ouattara, qui en son temps, et Laurent Dona Fologo, qui ont vraiment travaillé, ferraillé dur pour que le vieux puisse battre Laurent Gbagbo. C'est vrai qu'il pouvait passer, mais le taux, donc, la réalité c'était... ça dit que l'affront était de taille, mais les Français ne se sont pas amusés. Bon, Houphouët s'est éteint en 93, c'est vrai, mais les élections de 90, ça n'a pas été facile pour le vieux. Donc, cette camisole cousue de force-là, on ne vous laisse même pas le choix de réfléchir prospective, de réfléchir à long terme. Quand ils sont rentrés, les passes sont arrivés, les plans d'ajustement structurel. Le programme d'ajustement structurel. C'est débarqué.
Il y a des pays qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. En Côte d'Ivoire, c'était très tendu. Ou faut à Dipas, avec Alassane Ouattara, ils ont dit non, le programme présidentiel de redressement, ou je ne sais pas. Ils ont trouvé un terme, mais en fait, c'était les passes. C'était les plans, c'était les programmes d'ajustement structurel. Qu'est-ce que ça coûtait à notre économie et à nos pans de développement? Il y a des secteurs où on a dit que ce ne sont pas des secteurs porteurs. Ça ne crée pas de la richesse. Il faut les laisser tomber. Aujourd'hui, on a une armée désuète. L'explication trouve, parce qu'on dit qu'elle n'est pas une armée productive. On n'en a pas besoin. Laissez tomber. Tel secteur, laissez tomber. Maintenant, nos entreprises, il faut les privatiser. Il faut ouvrir le marché. Maintenant, donc on est rentré sans on ne nous a même, puisque c'est un plan, donc il ne nous a même pas été laissé le temps de réfléchir. Et tous les présidents et tous les chefs d'État qui ont eu la vision qu'il faut réfléchir sérieusement, penser à long terme, donner des programmes structurants, vous n'avez pas le choix. Donc la réalité aussi, c'est qu'on ne nous a pas laissé le choix. Mais pour revenir, c'est qu'à un moment donné aussi, nous nous sommes laissés faire. Ça aussi, c'est vrai. Nous nous sommes laissés faire. Conséquence, on est dans telle situation. Donc, et on nous a fait comprendre que chaque fois que vous organisez des élections et qu'il n'y a pas de problème, c'est bien. Donc, démocratie électoraliste. Le Burkina a fait 27 ans de pouvoir avec Blaise Compaoré. Tout allait bien parce que les élections se déroulaient. Chaque fois, il y avait des élections. Ça marche. Donc, on est dans une démocratie électoraliste. Et c'est ça qui ne marche pas. C'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. Il faut travailler à changer. Voilà, pour terminer, sinon sur les terres africaines, il y avait des démocraties. Le royaume fonctionnait sous base. Et même au début des indépendances, on avait déjà pour terminer, la charte de Kouroukan-Fougan au Mali, mais c'est des bases démocratiques. Donc la réalité, c'est que nous, on en avait. Mais on nous a fait croire que non, vous n'en avez pas. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Est-ce qu'ils avaient des leçons de démocratie pour nous? Non. Mais ils nous ont fait croire que c'est la démocratie électoraliste qui marche. Je pense aujourd'hui que nous devons travailler à une prise de conscience pour pouvoir intégrer ces donnes-là, pour africaniser entre griffes la démocratie de ce qui pourrait l'être. Et ça, c'est possible. Oui, juge Inoussa Ouedraogo. Je suis parfaitement d'accord avec les analyses faites par le juge Bougouma pour dire qu'en fait, on nous a dupés. On n'a pas attendu 90 par exemple pour organiser des élections au Burkina Faso. Tout à fait. Au début des années 70, le multipartisme était consacré. Quand bien même il y avait un militaire au pouvoir, Sangoulé Lamizana. En 78, déjà en mai 78, le Burkina a organisé l'une des élections les plus transparentes de son histoire. Et il y a même eu un second tour avec le ballottage de Sangoulé Lamizana. Donc on n'a pas attendu 90 non seulement pour organiser des élections, on n'a pas eu besoin des financements de plusieurs milliards comme c'est le cas aujourd'hui pour organiser des élections qui après malheureusement sont contestées. Donc au finish, quand on fait le point, on se rend compte que la démocratie a apporté désolation, parce qu'au lendemain des élections sur le continent, c'est des veillées d'armes, c'est des morts d'hommes, etc., etc. C'est la corruption, c'est la course effrénée justement à l'enrichissement. Et donc finalement, quand on veut faire le procès de la démocratie, on se rend compte que ça a apporté plus de malheur sur le continent. Et le tribalisme s'en est trouvé accentué dans la plupart de nos pays parce que finalement, on ne vote plus de programme, mais on vote une ethnie, on vote une religion, on vote une région, une communauté, etc. Tout cela a contribué à exacerber les tensions qui étaient déjà existantes, mais au finish, on se rend compte qu'on a arrimé le développement à la démocratie, mais à l'arrivée, on se rend compte qu'il n'y a ni démocratie véritable, il n'y a pas non plus de développement et il appartient donc à nos États, à notre continent, de réfléchir à des modèles, de faire en sorte que ce soit la démocratie qui s'adapte à nous et non pas nous qui nous adaptions finalement à la démocratie. Alors justement, il faut également noter, docteur Kéré, ce contexte du début des années 90, marqué par la dislocation du bloc de l'Est, donc la fin de la guerre froide. Vous avez parlé du Bénin et de Mathieu Kérékou tout à l'heure, mais la conférence nationale du Bénin a eu lieu avant le sommet de la Baule, puisque la conférence était en février 1990. Le Bénin était dans une situation un peu particulière dès la fin des années 1980, et donc a amorcé son ouverture démocratique avec la conférence nationale qui a essaimé ensuite sur
le continent. Est-ce que le contexte du début des années 80 n'a pas favorisé aussi, d'une certaine façon, cette éclosion vers ces conférences nationales qui ont donné lieu à ces démocraties un peu calquées sur le modèle occidental qui est aujourd'hui décrié? Non, il faut préciser le contexte en fait du début des années 90. Et au milieu des années 80, il y a eu la crise des matières premières que le continent a traversée. C'est d'ailleurs cette crise qui a mis Houphouët-Boigny en difficulté en fait. Exactement. Parce que le coût des matières premières a chuté au niveau des marchés internationaux. Donc des régimes qui ne comptaient que sur les exportations des matières premières pour pouvoir entretenir, disons, l'État, se sont retrouvés rapidement en difficulté. Et ces régimes commençaient à être contestés à l'intérieur. Voilà, donc y compris dans plusieurs États, pas seulement que la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait une contestation. Y compris au Bénin d'ailleurs, parce qu'il y avait des problèmes. Et même au Mali. Voilà. Oui, c'est ça. Et également le milieu des années 80 marque dans beaucoup d'États la fin de l'État-providence. Parce qu'avant, lorsque vous avez un diplôme universitaire, vous étiez automatiquement absorbé dans la fonction publique. À partir du milieu des années 80, on s'est rendu compte que ça commence à être difficile. C'est pourquoi on a commencé à instaurer des concours d'entrée dans la fonction publique. C'était le cas dans beaucoup d'États africains. Donc, ce contexte déjà a fragilisé beaucoup de régimes. Et l'effondrement de l'ex-URSS entraîne en fait une sorte de perte de parrain pour ces régimes-là. Exactement. Tout à fait. Parce que ces régimes pouvaient s'adosser à l'URSS pour obtenir soit un financement ou en tout cas un soutien pour pouvoir se maintenir. L'effondrement, c'était déjà la perte, en tout cas, d'un soutien majeur pour ces régimes-là. Et du même coup, le bloc occidental s'est senti en position de force et voyait se dérouler un boulevard devant lui pour conquérir le monde. Voilà pourquoi on assiste à cette déferlante, pour que les Occidentaux imposent leur vision du monde, leur vision politique. Et leur vision politique, c'est cette démocratie libérale et politique dont j'ai parlé. Et libérale et politique, ça permet effectivement d'influencer la dynamique dans ces États-là. Avec le multipartisme dans nos États, c'est une très bonne chose. Mais lorsque vous n'avez pas une classe politique unifiée en termes de vision de l'État, on peut instrumentaliser un courant ou un autre. Voilà, et avec suffisamment de soutien, on peut fragiliser l'État. Voilà. Je ne dis pas que le multipartisme n'est pas une bonne chose. C'est effectivement un cas de liberté politique et c'est une très très bonne chose. Mais il faut que la classe politique ait une même vision de ce qu'ils veulent pour l'État. Tant qu'il n'y a pas cette même vision, on peut exploiter des courants pour même le propulser au pouvoir et ces courants vont signer des contrats qui n'arrangent pas les États. Lorsque vous fouillez nos accords économiques, je vois il y a des acteurs de la société civile qui dénoncent certains accords. Lorsque vous fouillez les accords de coopération militaire, les accords de défense entre les États africains et d'autres États, ça pose problème. Mais c'est justement parce que la classe politique n'est pas unifiée en termes de vision. Donc, le début des années 90 marque le boulevard, l'ouverture d'un boulevard pour les régimes occidentaux, pour le monde occidental, pour aller à la conquête du monde. C'est cette tendance-là qui semble commencer à être refermée avec la crise qu'on observe actuellement au niveau du conflit russo-ukrainien. Parce que l'extension progressive du monde occidental, bon, ça peut susciter des réactions. Et la réaction qu'on voit actuellement, c'est la réaction violente et brutale de la Russie, qui marque un coup d'arrêt par rapport à cette dynamique-là. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette situation. Oui, en ajoute ce que le docteur dit, c'est vrai. Il y avait des problèmes à l'interne. Et Mitterrand, en bon stratège. Oui, ça, je pense un jour que les restes de Mitterrand seront transférés au Panthéon. Parce que c'est quand même une personnalité politique française qui a marqué son époque. Pour revenir effectivement à ce que vous dites, c'est vrai, il y avait des problèmes déjà à l'interne. Le miracle ivoirien, tout le monde en 10 ans, il y a ce qu'on appelait en son temps le miracle ivoirien, c'est parti, poum, et après ça a plongé. Parce qu'à un moment donné, Oufou aussi a voulu exprimer sa souveraineté par rapport à avoir la capacité de pouvoir fixer le prix du cacao lui-même, parce que c'est son cacao après tout. Donc il en a payé les frais. Il a tenté ça avec le Ghana, mais il en a payé les frais. Donc du coup, il a proposé un prix, à ce prix-là, si c'est pas ça, ça ne marche pas. Donc, ça plongeait. Donc, il y a cette crise-là qui est là. Mais maintenant, comment l'autre exploite cette crise, c'est ce que j'ai dit. Le discours de la boule passe et tout, et j'en oublie. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui sont arrivés. Mais nous, on y est rentré sans faire attention. Mais comme on a des hommes politiques obnubilés par c'est moi, c'est moi, c'est moi, donc ces gens certainement ont également été instrumentalisés et se sont appuyés sur les problèmes qui existent. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème, mais ces problèmes ont été suffisamment instrumentalisés pour passer à autre chose. Pourquoi ceux qui sont restés dociles sont restés longtemps au pouvoir? Et ceux qui ne sont pas restés dociles, dociles sont partis. C'est la question que je me pose.
nous sommes restés dociles. Beaucoup sont restés dociles. Kéroukou est parti, mais il est revenu par l'élection. Le Bénin, c'est vraiment un exemple. Mais ceux qui ne sont pas restés dociles n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas pu tenir. Donc ça veut dire qu'il y a une explication quelque part qu'il faut chercher. Donc à un moment donné, quand vous venez et que vous voulez aller dans tel ou tel, on dit non. Mais en Europe, même les pays voisins de la France, chacun a domestiqué sa démocratie à sa façon. L'Angleterre, le Royaume-Uni a une reine. Bon, aujourd'hui c'est un roi. C'est vrai qu'en France, la France a décapité son roi. L'Italie avec le fascisme, le roi est mort. L'Allemagne c'est pareil, mais les autres ont des rois. Les autres ont des rois et maintenant un premier ministre maintenant qui s'occupe de ces choses-là. Donc nous on n'a pas pu intégrer tout ça, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, la question essentielle, c'est où est-ce que nous allons? Alors, qu'est-ce que nous voulons? C'est ça la où question allons-nous? Que devons-nous faire? Comment endogénéiser la démocratie? Puisque tout le monde reconnaît que c'est le moins mauvais des systèmes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir une démocratie entre guillemets à l'africaine qui répondent effectivement aux besoins des citoyens, aux besoins de développement, aux besoins économiques? Ça, c'est une question très pertinente. Permettons une seconde. En fait, nous disons la même chose. Oui, les régimes qui sont tombés n'ont plus leur mentor, comme l'URSS. Comme l'URSS est tombé, oui, avec la dislocation. Ceux qui sont dociles ont leur mentor, l'Occident. Exactement. Et la démocratie à l'africaine, ou disons en tout cas, repenser la démocratie en Afrique, je pense que c'est le grand chantier de tous les États africains actuellement. Pour moi, en fait, il faut qu'on se regarde dans la glace. Est-ce que nous-mêmes, nous aimons notre continent? Est-ce que nous-mêmes, nous aimons nos États? Tant qu'on ne va pas se faire cet examen de conscience à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, on ne s'en sortira pas. Parce que même ceux qui instrumentalisent les crises terroristes et autres, là, ils profitent de vos divisions. Ils profitent du fait que vous privilégiez vos intérêts égoïstes. Voilà, le pouvoir pour moi, même c'est 10 ans, 20 ans, vous et votre famille, c'est quoi ça? Mais un État, c'est indéfini là. L'État existe tant que le soleil brille toujours, sauf jusqu'à ce que le bon Dieu décide que le monde s'arrête. L'État existe toujours. Qu'est-ce que nous voulons pour nos États? Il faut qu'on pose ce diagnostic-là. Qu'est-ce que nous voulons pour nos États dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme? Et ça ne peut être fait que par l'ensemble de l'élite. Parce que le vrai péché, c'est l'élite qui a trahi. Et on profite aussi des différents égos entre les élites pour diviser le pays. Il faut que l'élite s'accorde. Qu'est-ce que j'appelle l'élite? Ce sont les intellectuels, ce sont les officiers de l'armée, ce sont les chefs coutumiers, c'est la société civile, ce sont nos opérateurs économiques, etc. Il faut qu'on s'accorde. Les responsables des partis politiques? Les politiciens également, bien sûr, je vais commencer par citer par eux, par les citer d'abord. Il faut qu'on s'accorde sur une vision et qu'on trace une feuille de route. Et surtout, qu'on mette en place des mécanismes pour s'assurer qu'un président qui va être élu plus tard ne vienne pas balayer ce qui a été dessiné. Comme ça, quand vous arrivez, quand la campagne va ressembler juste à... Vous venez expliquer comment vous allez dérouler, comment vous allez mobiliser des ressources pour exécuter ce qui a déjà été tracé. Et on peut prévoir un mécanisme d'évaluation au bout de 2 ans, 3 ans. Voilà, si vous ne remplissez pas les critères, on vous remercie et puis vous circulez. Ouais. Si on parvient, bien sûr c'est une hypothèse, si on parvient à tracer cette feuille de route en accord avec l'ensemble de l'élite, pour que quelqu'un ne vienne pas dire un jour je n'ai pas été associé. Si l'ensemble de l'élite s'accorde. Deuxièmement, si on met en place des mécanismes durs pour éviter qu'un président ne s'écarte. Et surtout si l'élite s'accorde sur ces mécanismes-là. En tout cas, c'est mon rêve. Je pense que peut-être, je ne lis pas dans une boule de cristal, peut-être qu'on aurait pu trouver, peut-être qu'on pourrait par là trouver le bon chemin. Alors, on pourra trouver le bon chemin, oui, juge Ouédraogo, rapidement. Je pense qu'on peut copier le modèle ghanéen et l'adapter à notre situation. Rawlins disait qu'il a travaillé avec les Ghanéens de sorte à ce que, même si c'est le diable qui parvient au pouvoir, que les fondamentaux ne soient pas touchés. L'envie ne lui permet pas de tout changer. Absolument. Pour nous, donc, il est question de travailler à avoir des institutions fortes. Dr Kéré parlait de l'élite, mais moi je dirais plutôt que c'est le peuple qui, en définitive, pourrait travailler à nous doter d'institutions fortes, d'institutions puissantes, qui sont adaptées à nos réalités et qui répondent en définitive aux besoins de nos peuples. Parce que la démocratie ne servirait à rien si elle ne permet pas de répondre aux préoccupations quotidiennes de nos populations.
Et nos populations veulent se soigner, elles veulent s'éduquer, elles veulent avoir un logement décent et avoir à manger. C'est tout ce que notre peuple demande. Et donc, pour moi, toute démocratie qui s'écarte de ces besoins-là, en réalité, c'est de la tromperie, c'est de la duperie. Donc, il nous revient de nous asseoir, élite comme peuple à la base, et de travailler à dire qu'est-ce que nous voulons, où nous voulons aller, quel type de démocratie nous voulons pour nos enfants, parce qu'en définitive, pour nous, je me demande combien d'années nous mettrons à nous détacher de ce modèle démocratique qui est coûteux, qui nous coûte des milliards, et très souvent qui ne produisent aucun résultat. J'en veux pour preuve, pour terminer, les élections que nous avons organisées en 2020 à coût de milliards, et puis quelques mois après, on est reparti à la case départ. Donc, pour moi, il faut faire en sorte que cette démocratie émane réellement du peuple, comme le nom même de la démocratie l'indique, et fasse en sorte que ce soit une démocratie qui réponde au quotidien aux besoins de nos populations. Repenser la démocratie, ses fondamentaux et ses moyens d'action, c'est ce à quoi doit travailler l'élite. En tout cas, pour les Nations Unies, je cite, la démocratie est un processus autant qu'un objectif, et seule la pleine participation et l'appui de la communauté internationale, des organes de gouvernance nationaux, de la société civile et des individus permettront de faire de l'idéal démocratique une réalité universelle. Fin de citation. On en est encore bien loin, mais travaillons-y, puisque si elle n'est pas parfaite, la démocratie est le moins mauvais des systèmes. Terminus pour cette audience du tribunal de l'actualité sur les médias leaders Tri TV et Watt FM. Une audience réalisée ce matin par Césaire Kafando à la télévision et Alphonse Déduit à la radio, avec la complicité de toutes les équipes techniques. Merci. Merci également à Dr Daniel Kéré. Il est enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Il est également directeur exécutif du CEDAM, le Cercle d'études Afrique-Monde. Dr Kéré, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci pour la convocation. Merci aux juges. Il y avait aujourd'hui Inoussa Ouedraogo et Bernard Bougman. Merci à tous les deux. Merci. Merci, Président. Le tribunal de l'actualité vous revient demain pour l'examen de nouveaux faits et événements, toujours avec rigueur et sans complaisance.